qui sont devenus plus compétitifs sur le marché. Et tous ces enjeux ont créé à leur tour un défi majeur pour les opérateurs de télécom, qui est celui d'améliorer et d'optimiser la qualité d'expérience. Donc, pour comprendre tout cela, il faut tout d'abord comprendre c'est quoi la qualité d'expérience. La qualité d'expérience peut être définie comme la qualité globale perçue par l'utilisateur final au moment de l'utilisation d'un service. Donc, on comprend que la qualité d'expérience dépend du type de service utilisé. Dans notre équipe, il y a des analyses qui ont montré que plus que la moitié du trafic échangé sur Internet, c'est du streaming vidéo. En plus, le service du streaming vidéo, c'est le service qui pilote l'augmentation du trafic sur le web. Du coup, nous allons décider de travailler sur la qualité d'expérience pour le streaming vidéo. Donc la question maintenant est comment mesurer ou bien évaluer cette qualité. L'évaluation de cette qualité est difficile parce que c'est une mesure de bout en bout, incluant toute la qualité de la chaîne de communication des fournisseurs des services vidéo jusqu'à l'utilisateur final en passant par l'opérateur. Et donc, pour mesurer la qualité d'expérience, ce que nous faisons, c'est mesurer les indicateurs clés de cette qualité d'expérience. Pour notre cas du streaming vidéo, les indicateurs clés sont, nous avons le premier qui est le temps de démarrage, qui correspond au temps d'attente d'un utilisateur avant que la vidéo démarre. Ce temps, il est directement lié à l'impatience de l'utilisateur parce que plus le temps de démarrage est long, plus l'utilisateur devient impatient pour commencer la lecture de sa vidéo. Puis, comme deuxième indicateur, nous avons le blocage de la vidéo, ou bien ce que nous appelons la famille vidéo. Et ça arrive au moment où il n'y a plus de données dans le tampon de l'utilisateur à lire. Et puis, le dernier, c'est celui de la perte due au comportement de l'utilisateur. Sur la première figure, c'est pas très clair, mais la barrière risque correspond aux données téléchargées et non par l'utilisateur, elle dépasse largement la tête de lecture. Ce qui veut dire que si l'utilisateur abandonne la lecture à cet instant-là, il y a beaucoup de données téléchargées en non lu, donc forcément il y a une perte de côté client, parce qu'il a utilisé de l'énergie pour télécharger ces données qui, en fin de compte, il ne va pas les lire. Et puis, parce que aussi on a consommé de l'énergie pour acheminer le trafic, et puis acheminer des données qui, en fin de compte, ils ne seront pas lus par l'utilisateur final. Dernier point à signaler que ces indicateurs au milieu, il est en compétition avec les deux autres. Pourquoi? Parce que au moment où le temps de démarrage est plus long, c'est-à-dire qu'on télécharge beaucoup plus de données au début avant de commencer la lecture, et donc moins on aura de chances que la vidéo se bloque par la suite. Et puis, entre le blocage de la vidéo et la perte, parce qu'au moment où on permet de télécharger beaucoup plus de données par rapport à la tête de lecture, il y aura beaucoup de pertes, mais surtout pas de blocage. Voilà. À partir de ces différents indicateurs, nous avons formé notre problème global qui est directement lié à la contradiction, bien à la compétition entre les différents indicateurs sous forme de deux questions. La première, pouvons-nous éviter le blocage de la vidéo en assurant un temps de démarrage petit? Et puis, la deuxième question majeure, c'est pouvons-nous éviter le blocage vidéo et minimiser la perte aux données téléchargées? Donc, pour répondre à cette question et dans le but d'optimiser la qualité d'expérience dans les réseaux mobiles pour le service streaming vidéo, il faut tout d'abord comprendre comment les données sont acheminées du fournisseur du vidéo jusqu'à l'utilisateur final. Donc, il y a deux types de stratégies majeures. Ce que nous voyons en vert, c'est la stratégie on-off, dans laquelle les données sont acheminées aussi vite que possible du serveur du contenu vidéo à l'utilisateur final.
Et c'est une stratégie surtout déployée bien implémentée dans les appareils iOS. Et puis, nous avons le on-off qui correspond au cas où l'utilisateur, après une période de chargement, qui correspond au temps de démarrage, rentre directement dans une période on dans laquelle il télécharge les données et puis jusqu'à arriver à un seuil appelé seuil haut et après il rentre dans la période off et ainsi de suite jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est les deux stratégies les plus populaires. Après, nous avons aussi le Dash qui est l'adaptative streaming. Mais dans notre cas de figure, nous traitons des vidéos qui sont pour dans les réseaux mobiles. Ils ne font pas beaucoup d'adaptative streaming. Donc, nous décidons plutôt de travailler sur les deux premiers modes. Une fois que nous avons compris comment les données sont acheminées sur les réseaux mobiles, passons à notre étape là. Donc, pour traiter notre problématique, on utilise des modèles mathématiques pour calculer les indicateurs de la qualité d'expérience qu'on vient d'aborder. Il y a deux familles d'approches. La première famille au niveau flux, qui consiste à fixer une dynamique d'utilisateur et partager les ressources suivant par exemple une dynamique markovienne. Et puis, il y a une approche au niveau paquet qui consiste plutôt à fixer un utilisateur et puis prendre une distribution d'arrivée des paquets et à partir de cette distribution, calculer les indicateurs. Il y a des travaux qui ont été effectués pour la stratégie fast caching pour les deux familles d'approches. Et donc, pour nous, nous avons décidé de revisiter ces travaux pour le cas du on-off. Donc, nous sommes ici. Plus spécialement, on va étudier les performances de la stratégie on-off par rapport au fast caching et puis optimiser les indicateurs de la qualité que nous avons cités avant et qui sont en compétition. Ça, c'est dans notre première partie de la présentation. Et puis, dans la deuxième partie, nous avons plutôt introduit un modèle dynamique afin d'optimiser la qualité d'expérience des indicateurs afin d'optimiser les indicateurs, la qualité d'expérience du service streaming vidéo. Donc, pour répondre à ces trois points, nous avons effectué tout d'abord développer un simulateur et effectuer des expérimentations. Sur les figures suivantes, on regarde pour 1000 vidéos la distribution moyenne de nombre de blocages, la fréquence de la distribution de nombre moyen de blocages dans une vidéo pour les deux cas de figure, le on-off et le fast caching. Donc, et on remarque bien que les deux stratégies ils sont similaires. Pourquoi? Tout simplement parce que quand l'utilisateur est en mode on-off, il ne rentre en off qu'au moment où il atteint un seuil haut, c'est-à-dire qu'il a assez de données pour commencer une période. Par contre, si le on-off et le fast caching ils sont similaires dans cet indicateur, dans le deuxième, qui est la perte des données, sur la figure, nous traçons le pourcentage téléchargé de la vidéo par rapport à différentes tailles de vidéo si l'utilisateur est à 25% de lecture de la vidéo. Ici, le contraste est clair entre stratégie on-off et fast caching. Pourquoi? Parce que nous voyons par exemple sur la valeur 15 minutes, la stratégie fast caching télécharge beaucoup plus de données par rapport à on-off. Et donc, si l'utilisateur décide d'abandonner à 25% de lecture, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de pertes dans le cas du fast caching que dans le cas du on-off. Maintenant que nous avons introduit notre sujet et fait des premières expérimentations pour comprendre le contexte, nous passons à notre modélisation. Je vais tout d'abord commencer par modéliser, faire un modèle de mon réseau, puis un modèle pour le client, et après calculer les différents indicateurs de la qualité avant d'optimiser ces différents indicateurs. Donc, on se place dans une cellule où il y a une station de base de capacité C constante. On suppose que la station de base peut gérer un maximum de cas utilisateurs et que les utilisateurs, la dynamique des utilisateurs est fixée par un processus de naissance et de mort, de temps interarrivée lambda, de temps interarrivée lambda et de départ nu i qui
dépend de la taille de la vidéo qui est supposée aussi distribuer exponentiellement. Donc, à la base de cette modélisation, nous prenons un utilisateur de référence. Donc, après une période de chargement dans laquelle cet utilisateur télécharge une quantité correspondante au démarrage, la lecture commence. Une fois que la lecture commence, l'utilisateur rentre directement dans l'état on. Un état on suivant la distribution des utilisateurs. Donc, il est à l'état on, il continue à l'état on dans notre modèle fluide, il continue sa variation, enfin, le système il change d'état, il continue en on jusqu'à ce qu'il atteigne la quantité qui va lui permettre de passer en off. Après, il passe en off. Problème, maintenant, une fois en off, l'utilisateur, on n'a pas d'informations sur le système. Et pourtant, le système, il continue à changer l'état durant la période off. Donc, pour garder l'information sur l'état de rentrée à la période off, nous avons les PIJ. Donc, qu'est-ce que c'est que les PIJ? C'est tout simplement la probabilité de commencer le off à l'état X, c'est-à-dire qu'il y a un utilisateur connecté dans le système, et de partir et de quitter le off à l'état J. À rappeler qu'un utilisateur il dit par exemple à l'état 1 off au moment où il y a un autre utilisateur qui partage avec lui les ressources et que notre utilisateur de référence il est en période off. C'est la même chose pour la période 1 on. Donc, après, il revient à on. Et une fois qu'il a fini le téléchargement de toute la vidéo, il quitte du système. Tout est clair. La question maintenant est comment calculer les PIJ, c'est-à-dire combien de fois le système change d'état au cours de la période off. Pour faire cela, pour répondre à cela, les PIJ, ce n'est rien d'autre que la fonction f prise au point 0 T1 avec, c'est quoi le f? C'est une matrice formée par FIJ T off avec T off des instants, sachant que FIJ, c'est la probabilité de commencer d'être à l'état I à l'instant T et à l'état J à l'instant T off. Donc, juste en voyant cette définition, on peut dire directement, si on fixe 0 ici et T off, là, on calcule le nombre total de changements d'état dans notre système. Et donc, voilà. Maintenant qu'on a calculé les PIJ, on revient à notre but principal qui est celui de calculer les indicateurs de la qualité d'expérience. Et on commence par la probabilité du blocage. Donc, on parle de probabilité parce que notre système est dynamique, aléatoire. Donc, la probabilité de blocage, elle peut s'exprimer comme étant une moyenne sur VIJ, c'est la probabilité que le système change d'état durant la période de chargement, entre 0 et QA avec QA, données accumulées durant le temps de chargement. Et ça, c'est donné dans la littérature parce que parce que la période de préchargement, c'est commune à toutes les stratégies. Et donc, maintenant, c'est à nous de calculer les XJ de Q de A qui correspondent à la probabilité d'avoir un blocage en partant de l'état J au moment de commencer la lecture. Pour trouver, donc, l'idée c'est de calculer les XJ de Q de A. Donc, à la base de notre modèle fluide, nous avons utilisé des équations différentielles et nous avons démontré que le vecteur CQ de A, c'est-à-dire de tous les états, il s'écrit en fonction de l'exponentielle d'une matrice fois la condition initiale. La condition initiale que nous avons trouvée grâce aux conditions limites et le théorème de Gershgoren qui porte sur la distribution des valeurs propres d'une matrice. Maintenant qu'on a une formule analytique à la probabilité de blocage, on passe aux simulations. Nous prenons le cas de test suivant, qui est de capacité similaire et voilà. Mais il faut comprendre surtout que dans ce cas, on ne donne pas beaucoup de ressources au système pour effectivement provoquer le blocage et comparer les performances de notre système. Parce qu'en fin de compte, notre but, c'est de calculer la probabilité de blocage. Donc, on va commencer par valider le modèle avec notre simulateur que nous avons développé avant. Puis, on va comparer les deux stratégies fast caching et off en termes de probabilité de blocage avant de passer à l'optimisation
de la qualité d'expérience. Sur les figures suivantes, nous voyons la variation de la probabilité de blocage par rapport au premier temps du temps de démarrage et puis par rapport au nombre d'utilisateurs. Première remarque, la probabilité de blocage est une fonction décroissante par rapport au temps de démarrage. Ce qui est bien, parce qu'au moment où on permet de télécharger plus de données avant de commencer la lecture, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances que la vidéo se bloque par la suite. Et puis, s'il y a beaucoup d'utilisateurs connectés dans le système, forcément, vu qu'on partage les ressources, il y a moins de ressources pour notre référence, pour notre utilisateur de référence, et donc la probabilité de blocage elle est croissante. Maintenant qu'on a validé notre modèle, on compare la stratégie en fait fast caching en termes de probabilité de blocage. Ici, ils sont similaires et c'est le cas, ça justifie ce que nous avons trouvé avant pour notre simulateur. Donc, maintenant, nous passons à ici, je rappelle juste ma première question qui forme mon problème global. Pouvons-nous éviter le blocage et assurer un temps de démarrage petit en optimisant l'impatience des utilisateurs? Parce que l'impatience des utilisateurs et du startup ils sont corrélés. Donc, à ce stade, nous avons déjà calculé la probabilité de blocage. Ce qui nous reste à calculer, c'est l'impatience d'utilisateur. Donc, pour calculer l'impatience d'utilisateur, nous introduisons une variable notée M pour dire la moyenne et la somme sur la distribution d'utilisateurs d'être UQT. C'est quoi UQT? C'est la probabilité de télécharger les données avant l'instant T. En utilisant encore une fois une approche ou équations différentielles, nous avons trouvé que les équations différentielles et avec des conditions ou limites, nous avons fait une résolution numérique de notre impatience de l'utilisateur. Et voilà, sur la figure, nous traçons la variation de cette impatience en fonction du seuil de démarrage pour différentes valeurs de ce démarrage. Et voilà. Si on est là, par exemple, pour cette valeur 2, ça veut dire que l'utilisateur est constant et content avant de démarrer la vidéo. Par exemple, pour la valeur ici, de Q2 est égal à 5, avec un T de temps de démarrage est égal à 10. Maintenant, nous avons notre probabilité de blocage et notre impatience d'utilisateur. Nous passons à l'optimisation de ces deux objectifs qui sont en compétition. Sur la figure, nous voyons l'impatience d'utilisateur et puis la probabilité de non-blocage. Il n'y a rien que un moins la probabilité de blocage. Nous fixons ensuite notre fonction à optimiser, qui est le produit pondéré entre l'impatience d'utilisateur et la probabilité de blocage, pondéré par un gamma qui est la sensibilité, ou bien pour donner plus d'importance à l'objectif par rapport à un autre. Donc, nous avons tracé notre fonction G en fonction pour deux valeurs de temps de démarrage, 10 et 20. Ce qui est important comme résultat est qu'il y a un seuil de gamma, pour notre cas, il y a un seuil de gamma qui est de 0,2, à partir duquel la valeur optimale du startup threshold, qui est la quantité téléchargée durant le temps de démarrage, il est aux alentours de 5 secondes ici, on voit. Mais pour les utilisateurs qui sont très sensibles au blocage, dans ce cas, le gamma il est inférieur à 0,2 et donc il faut prendre une valeur de seuil qui est beaucoup plus grande. Donc, c'était nos premiers résultats. On avait essayé de continuer sur dimensionner l'espace d'utilisateur entre utilisateurs impatients et non impatients, mais
mais nous avons eu juste les premiers résultats. Et voilà, maintenant on passe au calcul, aux deuxième question globale qui est pouvons-nous éviter le blocage et minimiser la perte des données. Nous commençons cette partie de modélisation sur la perte des données avec une courbe qui représente la fraction de vidéo regardée par quelle fraction de session. Nous remarquons que plus que 25% d'utilisateurs, ça c'est le comportement d'utilisateur, le comportement moyen d'utilisateur. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de sessions qui abondent à 25% et qu'il y a seulement 35% des gens qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Et si on télécharge beaucoup de données par rapport à la lecture, on risque beaucoup en données et du coup d'énergie. Donc la question est comment calculer la perte due au comportement de l'utilisateur. Nous avons cette formule qui ne dépend pas du type de stratégie, donc elle est applicable pour la stratégie, pour la stratégie fast caching. Donc on prend une somme sur la distribution d'abandon fois la quantité moyenne téléchargée par un utilisateur, et puis on tranche ce qu'il a déjà lu et on ajoute le temps de démarrage. Dans cette formule, la probabilité d'abandon est connue, le temps de démarrage aussi, ce qui nous reste à calculer donc. Et la question, c'est comment calculer les données moyennes téléchargées par un utilisateur. Donc, à base encore de notre modèle fluide, nous avons utilisé cette fois-ci les équations différentielles et calculer une quantité qui s'appelle ZQT, c'est la probabilité de télécharger Q données à l'instant T. Et il s'exprime en fonction d'un exponentiel du matrice fois une condition initiale exprimée ci-dessus. Après, une fois qu'on a calculé ce Z, la quantité moyenne, on l'a déduit directement, c'est le produit du vecteur de tous les Q fois la distribution ZQ Q de T, qui est la distribution téléchargée Q secondes avant l'instant T. Donc, on a calculé la quantité moyenne téléchargée par l'utilisateur. Sur la figure, nous voyons la variation de cette quantité en fonction de temps de lecture. Il y a 4 figures. Pourquoi? Parce que ces deux-là, en haut, ils correspondent au cas, ils tracent les données téléchargées, alors que ces deux en bas, ils tracent les données téléchargées, les données bufferisées, c'est-à-dire téléchargées et non pas encore lues par les stratégies du streaming en mode fast caching. Donc, ce qui nous intéresse, ces deux-là, c'est les données bufferisées. Ici, par exemple, si l'utilisateur décide d'abandonner à 80 à la seconde 90, nous remarquons que le fast caching, il a téléchargé 50 secondes de plus par rapport à Francophone. Donc, si l'utilisateur abandonne à 90 de lecture, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de pertes au niveau fast caching. Maintenant qu'on a calculé la quantité moyenne téléchargée, nous traçons sur les deux figures notre quantité ou bien notre critère qui est la perte due à l'abandon, en fonction de la durée off et puis la quantité Q1. Et puis, nous avons aussi mis sur la figure notre premier critère qui est la probabilité de blocage pour voir qu'il y a une contradiction et une compétition entre les deux objectifs. Donc, nous avons deux objectifs. Nous avons opté pour une optimisation multi-objectif en fixant la fonction G qui comporte nos deux indicateurs, la probabilité de blocage et la perte due au comportement de l'utilisateur, ou bien due à l'abandon. Et voilà les résultats. Donc, sur cette figure, il faut tout d'abord savoir que ce n'était pas assez simple de tracer cette figure parce que chaque point il correspond à une valeur donnée de la période on et off. Sur la figure, on voit, on trace la perte due à l'abandon par rapport à la probabilité de blocage. Premier point important, il y a un minimum de Pareto. Donc la courbe rouge elle représente l'ensemble des points réalisables par notre système. Et la courbe
la courbe noire, c'est la frontière de Pareto. C'est-à-dire, si vous cherchez un optimal, vous ne pouvez pas faire mieux que d'être sur cette, cette, cette partie noire. Et bien sûr, le point, il dépend des préférences des utilisateurs ou bien des opérateurs. Et puis, nous avons aussi une partie, par contre, qui est celle-ci, dans laquelle nous pouvons nettement améliorer la charge à la bande sans trop poser de problème ou bien avec un changement mineur dans la probabilité du blocage. Nous passons maintenant à notre deuxième modèle d'optimisation dynamique. Donc, la première partie, on a fait un modèle markovien. Dans la deuxième partie, on opte plutôt pour un modèle de programmation linéaire. On prend tout d'abord un horizon de temps entre 0 et grand T. Nous avons d'un côté un utilisateur I qui représente tous les utilisateurs, une station de base. L'utilisateur I, une fois qu'il demande une vidéo, il peut être dans l'un des états suivants. Bon, au début, il demande la connexion, et puis en état de préchargement, de lecture, de blocage ou de connexion. Et le scénario, il se déroule comme suit. Donc, il demande la connexion. Après la connexion, il passe directement au prefetching, dans laquelle il télécharge les données sans pouvoir les lire. Puis, une fois qu'il a fini le temps de démarrage, il commence sa lecture. Il reste dans la lecture, jusqu'à peut-être qu'il n'y a plus de données à lire dans son temps. Dans ce cas, il passe au blocage. Au moment où il passe au blocage, forcément, il va reprendre la période de préchargement. Il faut charger le contenu avant de relire de nouveau la vidéo. Sinon, il risque d'avoir un blocage juste après l'ancien blocage. Donc, il passe à la période de préchargement. Et puis, encore à la période de lecture. Et une fois qu'il a téléchargé toute la taille de la vidéo, l'utilisateur se déconnecte de notre système. Pour modéliser ces différentes étapes, nous avons introduit des variables binaires. Par exemple, je prends juste un exemple, AIT. AIT, elle vaut 1, c'est notre utilisateur I, et il fait de la lecture de la vidéo à l'instant T dans l'espace temporel, et aussi le cas pour les autres variables. Donc, à la base de ces variables binaires, la question est par exemple, la capacité, le nombre maximal d'utilisateurs par la station de base, ou bien par l'utilisateur des variables réelles qui représentent son tampon et les données téléchargées. Et puis, nous avons des contraintes de différents types. Par exemple, contrainte de capacité, et puis contrainte de l'état d'utilisateur, qui est par exemple, si l'utilisateur est connecté, ce que nous avons défini avant, il doit être soit en lecture, soit en période de chargement, soit en blocage. Et puis, nous avons aussi des contraintes de type si alors, c'est-à-dire au moment où l'utilisateur est à la période, par exemple, de blocage, qu'est-ce qui se passe au niveau d'envoi des données. Finalement, nous avons une fonction objectif qui peut être de minimiser le nombre de blocages, minimiser l'impatience de l'utilisateur ou bien des données envoyées. Nous avons notre modèle complet, qui est celui-là, formé je pense, de 11 équations et contraintes. Nous passons aux simulations. Nous avons pris une fonction objectif qui vise à minimiser le blocage, minimiser le temps de chargement et puis les données envoyées avec ce scénario suivant de deux utilisateurs, juste deux utilisateurs. Nous avons implémenté nos équations sous GMPK et nous avons eu les résultats suivants. Donc, à signaler que notre algorithme, son but, c'est de minimiser le blocage et le temps de chargement entre ces deux utilisateurs qui se connectent dans des instants différents. Ce que nous pouvons dire, comme remarque sur les deux figures, est que l'utilisateur 1 a été perturbé par la présence de l'utilisateur 2 à l'instant 12, parce que l'utilisateur 2 se connecte à l'instant 12.
Et on voit ici, d'ailleurs, sur les deux figures, on voit la variation des données pasteurisées dans le tampon des deux utilisateurs, le premier à gauche et le deuxième à droite, en fonction du temps. Donc, à l'instant 12, je reviens vers mon idée, c'est que le premier utilisateur, les données cumulées par le premier utilisateur ont été perturbées par la demande de la figure du deuxième utilisateur. Nous avons tenté alors par la suite d'implémenter ou bien de tester le cas